Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast consacré aux questions de défense et aux conflits armés, un podcast associé au Rubicon et réalisé en partenariat avec le Centre des études de sécurité de l'IFRI avec le soutien de la DGRIS du ministère des Armées. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de Zone d'opération, aujourd'hui, comme d'habitude, avec Joseph Enrotin, rédacteur en chef de DSI Défense et Sécurité Internationale. Bonjour Joseph. Bonjour. Alors on enregistre, évidemment, c'est un peu baroque, on enregistre un peu tard parce qu'on n'a pas réussi à s'organiser, mais c'est pas plus mal pour parler donc évidemment de cette escalade entre l'Iran et Israël, enfin entre Israël et l'Iran, puisque c'est quand même eux qui ont commencé dans l'ordre. C'est pas plus mal, donc on enregistre dimanche midi et de fait, vu qu'il y a des frappes à peu près en permanence qui sont analysées, décortiquées, c'est pas mal, je vais le diffuser en flux tendu et c'est pas inintéressant pour une fois de faire ça comme ça. Alors on va prendre les choses dans l'ordre. Là il y a encore plein de frappes ce matin, il y a des morts en Israël, il y a des missiles balistiques qui tapent des centres d'habitation en Israël et de l'autre côté il y a des frappes qui continuent à peu près dans tous les grands centres urbains iranien, mais peut-être pour revenir et reprendre les choses de manière un peu chronologique, voilà, j'aurais aimé commencer par avoir votre impression sur cette première grande frappe il y a 3 jours des Israéliens, frappe de décapitation, je ne vois pas de meilleure manière de le dire, parce que aussi bien en termes de personnel qui a été frappé, c'est-à-dire à peu près tout le haut état-major iranien, mais aussi en termes de capacité, puisqu'ils sont allés taper dans le nucléaire, et surtout dans les installations pour les missiles balistiques. Voilà. Disons, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce premier balai israélien et de la manière dont ils s'y sont pris pour taper quand même des nœuds très très stratégiques du régime iranien ? Voilà, alors ce que moi ça m'inspire, c'est qu'en fait les Israéliens sont partis sur une logique où ils ont plusieurs lignes d'opération différentes, concomitantes, qui se renforcent mutuellement l'une l'autre. Donc on est vraiment dans une planification en fait opérative, mais appliquée à l'arme aérienne. Et en fait, ce sont des lignes d'opération qui restent concomitantes encore aujourd'hui. Alors on verra dans les prochains jours évidemment, mais hier samedi et aujourd'hui, ça reste concomitant. Alors il y a une première ligne en fait qui est l'exploitation en fait de ce qu'on a vu au cours de l'opération Jour de repentance en octobre dernier. Donc le deuxième échange, si vous voulez, de missiles balistiques provenant d'Iran, et puis une réponse israélienne qui avait consisté en fait à éliminer les systèmes solaires à longue portée. Là ici, les Israéliens manifestement exploitent. Ils exploitent en détruisant un certain nombre de radars à longue portée qui n'avaient pas été tapés en octobre. Ils exploitent également avec une opération du Mossad, avec une infiltration de gens du Mossad manifestement en Iran avec des matériels. Et d'ailleurs avec des drones qui, semble-t-il, auraient pu être tirés un petit peu comme ce qu'ont fait les Ukrainiens avec Spiderweb depuis des camions civils, qui là ont travaillé, en fait, ont ciblé en tout cas dans un premier temps, des systèmes à moyenne portée, voilà, qui eux n'avaient donc pas encore été traités. Donc première ligne d'opération, en fait, défoncer la porte, achever de défoncer la porte. C'est-à-dire, on sait que les défenses antiaériennes modernes, c'est des IADS, donc intégrées multicouches, avec l'idée qu'il y a des systèmes de défense antiaérienne pour la longue portée, puis ensuite la moyenne portée, puis ensuite la courte portée. La longue portée était tapée depuis octobre, et là, ils continuent dans l'ordre, et pour donc s'assurer une suprématie aérienne qu'on a vue ensuite avec un balai, on va en reparler, mais de centaines, littéralement, d'avions israéliens, ce qui est... ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça, qui ont fait ce qu'ils voulaient dans le ciel iranien. Oui, tout à fait. En fait, l'IADS iranien, globalement, il était viscéré, et ce qui reste finalement, ça va être de la défense localisée, à base de canons antiaériens, ce genre de choses. Donc ça, c'était une première ligne d'opération. Deuxième ligne d'opération, les Israéliens savent évidemment que les Iraniens peuvent répliquer, donc ils vont travailler sur les systèmes balistiques. Voilà, qui constitue un petit peu le gros finalement de la capacité d'action iranienne à longue portée, sachant que le Hezbollah, il a quand même été extrêmement affaibli. On l'a pas vu bouger durant les derniers jours, sachant également qu'il restait aux Iraniens beaucoup de missiles balistiques à moyenne, de longue portée d'un point de vue israélien, mais de portée moyenne et intermédiaire, qui auraient donc pu cibler Israël. Il y a la question là aussi, de Rappelons que l'optique. ça, d'une manière générale, avec quoi est-ce que peuvent riposter les Iraniens ? Donc d'une manière générale, ils n'ont pas d'aviation. Ils ont soit les missiles de croisière, dans le meilleur des cas, voire des drones,
C'est les images notamment de drone shed qu'on a vu se faire abattre. Bon, ça, c'est pas très très difficile à taper pour n'importe qui. En revanche, les missiles balistiques, c'est, même si les missiles balistiques iraniens sont pas ce qui se fait de mieux sur la surface de la planète, mais c'est quand même nettement plus difficile à intercepter. Et s'il y a quelque chose qui est dangereux, qui charrie une grosse puissance explosive et qui est très difficile à intercepter du point de vue israélien, c'est les missiles balistiques. Donc c'est cette capacité-là qu'il faut taper en priorité. Alors c'est cette capacité qu'il faut taper en priorité et qui n'est pas facilement destructible. Les Iraniens ont souvent montré des images de ces très très longs tunnels de stockage des véhicules, donc des tracteurs érecteurs lanceurs, hein, des TEL dotés de missiles. Alors évidemment, faut réussir à taper en profondeur. Question de la profondeur et des aspects souterrains qui se posent aussi pour les installations nucléaires. Mais au-delà de ça, effectivement, on voit qu'on est maintenant sur des frappes d'opportunité qui vont chercher en fait à taper les engins une fois qu'ils sortent des tunnels, dont un certain nombre, dont l'entrée d'un certain nombre a été spécifiquement ciblée. Bon, évidemment, après les entrées, ça se déblaye. Si les Iraniens ont bien conçu ça, c'est en chicane, etc. Et in fine, le problème effectivement, c'est celui du volume de la salve iranienne. Ce qu'il restait entre guillemets aux Iraniens après les deux échanges en fait de 2024 était assez notable. On est sur plusieurs centaines d'engins. Certains disent qu'en fait le plan de riposte iranien c'était de tirer 1000 engins balistiques. Le premier jour, il y en aurait eu 200 de tirés, dont un certain nombre n'a pas fonctionné, un certain nombre a été intercepté. D'autres encore, et ça c'est une des vertus du système de défense antimissile israélien, c'est de calculer le point d'impact et donc d'aller tirer une munition antimissile si effectivement ça en vaut la peine, entre guillemets, c'est-à-dire pour protéger une ville, protéger une installation militaire, mais si ça tombe dans le désert ou à la mer, pour le coup, le système va calculer. Donc, in fine, donc on a un nouveau test des capacités antimissiles israéliennes, avec quelques ratés. Et ce qui est très intéressant, il y avait un observateur qui notait, il disait, ben voilà, il y a quelques années d'ici, on disait, ben voilà, les défenses antimissiles, ça marche pas face à la saturation. Et maintenant, en fait, on dit, ben les défenses antimissiles, ça marche pas parce qu'il y a deux ou trois missiles qui passent. Voilà, donc on voit bien qu'il y a un glissement qui s'est opéré en la matière, dans un contexte israélien qui est aussi très spécifique, hein. Si on tire du missile balistique sur la France, c'est d'autres types de ripostes, en théorie du moins, qui vont s'appliquer. Mais dans le cas israélien, en fait, paradoxalement, ça permet de tempérer également la riposte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les Israéliens protègent en bonne partie leur ville, il y a un peu moins de raisons, on va dire, d'escalader. Or, les Iraniens continuent de cibler des villes, on l'a encore vu ce matin. Donc c'est pas spécifiquement des installations militaires, des bases aériennes, etc., qui sont tapées. Et les Israéliens ont très tôt dit, attention, si vous tapez nos villes, des cibles civiles, eh bien, on va répliquer, quelque part ouvrir une cinquième ligne d'opération, qui cette fois-ci va s'en prendre aux installations énergétiques donc iraniennes. Et ça, c'est ce qu'on a vu notamment ce matin. Il y a un certain nombre, enfin, il y a au moins une centrale de raffinement, je crois, qui a été tapée. Enfin, on a vu un gros nuage qui correspond a priori à une installation pétrogazière qui a été tapée. Peut-être pour revenir aussi sur... Mhm. Enfin, je veux dire, c'est épatant, quoi. On peut discuter de... Mais ce qu'ils ont réussi à faire en faisant voler 200 avions dans le ciel iranien ou à proximité et à être complètement maître du ciel. Alors on peut reparler de savoir quelle est la place des F-35 dedans, mais il semblerait que ça ait quand même très bien marché et que notamment même tous ceux qui observaient la chose n'ont pas vu passer grand-chose et que du coup ça a été une sorte de démonstration de force aussi du F-35, mais ils ont derrière envoyé des F-15, des F-16 avec un peu plus d'armement pour taper les choses précisément. Mais en tout cas, voilà, sur l'opération aérienne que ça a été, la manière dont ils l'ont conçue, et ça ne peut pas être autre chose qu'un très grand succès d'un point de vue purement technique de comment on monte une grande opération aérienne aujourd'hui, quoi. Oui, tout à fait. Et les Israéliens, de ce point de vue-là, en tout cas leurs forces aériennes, est particulièrement développée dans le développement de ce qu'on appelle des COMAO, hein, donc des Combined Air Operations, hein, qui vont mixer finalement, bah oui, des appareils avec une certaine furtivité comme le F-35, des appareils moins furtifs, mais
avec plus de charge utile, des appareils de détection aérienne avancée, des ravitailleurs en vol, enfin vraiment toute la gamme, jusqu'à des drones mâles comme des hérons, etc., des hérons Tipeee, qui vont voler donc jusqu'en Iran, y compris dans le ciel de Téhéran, etc. Mais tout ça ne fonctionne que parce qu'il y a une planification qui est là derrière, que la porte quelque part a été défoncée, qu'en éliminant une bonne partie du leadership, même s'il y a des processus de continuité décisionnelle, parce qu'il y a un adjoint qui est nommé derrière, malgré tout, ça crée de la friction chez l'adversaire. Et donc, l'aptitude en fait du système militaire iranien à se remettre un peu sur pied pour poursuivre les opérations, elle est quand même solidement compliquée. Et donc, le fait qu'il y ait à la fois de gros volumes d'appareils, mais ça, on l'avait déjà vu en octobre 2024, hein, dès que les Israéliens savaient que les Iraniens allaient taper à coups de missiles balistiques et a priori leur base aérienne, ils ont tout fait décoller. Ils ont tout fait décoller, et quand on fait tout décoller, ça veut dire qu'on a un taux de disponibilité qui est excellent en fait. C'est qu'on n'a pas beaucoup d'appareils qui sont en cours de révision. C'est que les pilotes sont au taquet, c'est que les pistards sont au taquet, et que tout peut être engagé. Ici, la particularité quelque part de cette opération, c'est qu'elle se fait dans un contexte où les Israéliens et la force aérienne israélienne est en opération en fait depuis octobre 23. Avec là aussi un nombre de sorties quotidiens qui est quand même assez important. Et là, les mecs continuent en fait enfin les mecs et les femmes en l'occurrence et les nanas, mais continuent à maintenir un taux de disponibilité extrêmement élevé. Et on le voit, et ça c'est vrai que ça nous interroge nous, avec des stocks de munitions qui permettent de faire ça. Et de poursuivre les opérations. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord sur Gaza, sur le Hezbollah, etc. Mais en tout cas, il y a des volumes, des volumes de munitions engagés sur les différentes opérations qu'ils ont menées, en Syrie également, et contre les Houthis aussi, tels que les Israéliens avaient manifestement des stocks considérables. Maintenant, par rapport aux frappes de missiles iraniens à moyenne longue portée, la question qui se posait d'ailleurs déjà en octobre, c'est la question des stocks d'engins antimissiles, cette fois-ci, qu'ont les Israéliens. Donc à un moment donné, est-ce qu'il ne va pas y avoir une tension entre ce que sont capables de tirer les Iraniens, ce que sont capables d'intercepter les Israéliens? Et ça renvoie à la question d'une campagne aérienne continue. Et Benjamin Netanyahou l'a dit très rapidement le premier jour, en disant, voilà, c'est une guerre. Déjà, la terminologie est claire, c'est pas une opération, c'est une guerre, et elle va durer longtemps. Et ce longtemps, je pense qu'il est notamment le fait d'une campagne aérienne prolongée contre des systèmes balistiques, parce qu'au fur et à mesure du temps, les Iraniens vont quand même chercher à s'adapter, je le pense, sauf avoir un effondrement total du régime, etc. Mais voilà, là je laisserai les spécialistes de l'Iran en disserter, je suis pas compétent. Mais en l'occurrence, il y a quand même des volumes qui sont importants, il y a une disponibilité qui est très forte, et il y a une aptitude, il y a une liberté d'action qui est presque remarquable à travers l'histoire. Même les Américains au Vietnam ont encaissé des pertes aériennes du fait de la force aérienne nord-vietnamienne. Euh, et ici, manifestement, pour l'instant, en tout cas au troisième jour, il y a manifestement pas, en tout cas, il y a pas d'informations relatives au fait qu'un appareil israélien ait été abattu, par exemple. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que le corollaire de tout ça, d'une campagne aérienne aussi remplie de succès, c'est le ciblage. Et c'est un triomphe de l'armée de l'air israélienne. C'est aussi et surtout un Oui. immense triomphe du renseignement israélien qui en est pas, qui enchaîne les triomphes depuis le coup du Hezbollah. Bon, mais là, le niveau de pénétration du régime iranien pour qu'ils sachent où ils étaient tous et taper précisément les endroits, mais aussi taper des installations stratégiques, etc. Je sais pas dans quelle mesure on peut entrer dans le détail, etc. Mais en tout cas, on voit qu'il y a un binôme entre opération aérienne et pénétration du renseignement qui, dans le cas israélien, marche incroyablement bien. Oui, moi, ce qui m'a particulièrement impressionné, c'est cette photo en fait d'un appartement détruit, manifestement dans le cadre de la ligne d'opération contre le leadership, où on voit que manifestement il y a une arme, probablement une Spice, hein, vu la configuration de la trace des gouvernes finalement sur le mur, qui va taper une pièce.
Elle pourrait rentrer par la fenêtre. Alors on voit que ça a brûlé, hein, on voit comment dirais-je, on voit la suie qui est au-dessus des fenêtres. Donc ça veut dire que les gars savaient quelle pièce fallait taper. Et en l'occurrence, on passe à travers le mur plutôt que par la fenêtre. Donc en fait, les Israéliens savaient à un moment donné voilà, où est la chambre à coucher et presque quelle est la configuration optimale de la chambre à coucher. Enfin, quelle est la configuration trappe optimale pour être certain de taper la personne en pleine nuit euh, dans sa chambre à coucher. Donc on voit que le niveau, la granularité du renseignement est extrêmement importante, avec là aussi une liberté d'action. Le fait d'infiltrer comme ça des Israéliens en Iran, c'est quand même, voilà, c'est quand même courageux. Et voilà, avec toute une série de matériel explosif, etc., qui rentre dans le pays, et avec Ça, c'est effectivement notamment les drones qu'ils ont fait rentrer pour oui, désactiver une partie des défenses anti-aériennes. Ils les ont infiltrés depuis quelques semaines ou quelques mois, mais ça fait pas si longtemps, quoi. ça fait pas si longtemps, et effectivement, ben, comme vous dites, on a une proximité. Je veux dire, c'est un véritable exemple d'opération interarmée, interagence, en l'occurrence, interagence interministérielle, enfin peu importe comment on appelle ça, avec une vision qui est voilà, qui est pratiquement fusionnelle entre les différents aspects, mais aussi avec un appareil de renseignement militaire propre aux Israéliens qui est quand même absolument considérable. On sait qu'ils sont très très forts sur la guerre électronique, sur l'écoute électronique, ils sont très très forts dans le satellitaire aussi, même s'ils en parlent un peu moins. Et tout ça paye à un moment donné, avec pour le coup une véritable économie des forces, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de munitions qui sont tirées, elles tapent à chaque fois de manière un peu équationnelle la cible. Une munition tirée égale un target traité. C'est pas si mal. On verra évidemment ce que ça donne sur les installations nucléaires. Bon, là, c'est encore une autre paire de manches pour tout ce qui est enterré. Mais en tout cas, jusqu'à présent, on a une vraie démonstration que la puissance aérienne appliquée correctement produit des effets stratégiques considérables. Justement, parlons-en un petit peu. Donc, on sait qu'ils ont tapé ce qui était tapable pour eux du point de vue nucléaire, notamment Natanz, donc l'usine d'enrichissement de Natanz, dont on sait que c'est pas celle qui est le plus profondément enterrée, c'est celle de Fordo, qui est au fin fond d'une montagne. Et ça, on sait que sans la GBU 57 des Américains, donc cette bombe particulièrement pénétrante, ça va être très compliqué de le taper. En tout cas, ils ont tapé ce qu'ils pouvaient taper. Voilà, sur comment dire, sur la dimension proprement nucléaire de cette campagne de frappe, qu'est-ce que vous pensez sont les conséquences à moyen terme, disons? Moi, je pense que déjà maintenant, alors bon, il y a quelques photos satellites qui sont sorties, encore faut-il les matcher avec les analyses d'organisation des bâtiments, etc. Mais je pense qu'un peu à l'instar de Stuxnet, vous savez, ce virus finalement voilà, qui avait contaminé en fait les centrifugeuses iraniennes. Ça, c'était en Euh, 2007, on peut rappeler. C'était il y a très 2007, très voilà. longtemps et c'était la première grande opération de guerre informatique qui tapait des installations stratégiques. C'est pour ça qu'il a été célèbre. Voilà. Et donc ça n'a pas évidemment détruit la capacité nucléaire du régime iranien, mais par contre ça a retardé le moment du breakout, hein, donc le moment où les Iraniens allaient disposer d'une capacité nucléaire militaire utilisable. Euh, Encore parce qu'on a une bombe qu'on peut effectivement la positionner sur un missile ou quelque chose comme ça. Et donc, je dirais qu'au mieux, au mieux, quelque part, le programme nucléaire iranien va être quand même considérablement retardé par les frappes. La grande question étant, la grande question étant de savoir pendant combien de temps. Parce que ces dernières semaines, manifestement, c'est peut-être bien ça qui a orienté les Israéliens vers la décision d'engager des frappes. Le volume d'uranium enrichi à 60% s'est considérablement accru. Et beaucoup plus facile, évidemment, de passer à l'uranium hautement enrichi de qualité militaire une fois qu'il est déjà à 60%. Donc voilà, les voyants, quelque part, étaient en train de virer de l'orange vers le rouge. Donc il y a une exploitation du facteur temps. Mais ce facteur temps, il joue également sur l'aptitude du système iranien, finalement, à poursuivre ces opérations
Effectivement, il y a la question des frappes, il y a la question là aussi du leadership. Il y a eu pas mal de scientifiques iraniens qui ont été tués dès le premier soir. Et ils savaient qui il fallait frapper. Donc on retrouve là aussi cette question du renseignement. Alors autant il y a une continuité décisionnelle, on va dire, au niveau militaire, hein, l'adjoint qui prend le relais, etc. Autant c'est pas nécessairement le cas au niveau scientifique. Donc, à voir quelle va être l'incidence donc de ces éliminations sur sur la poursuite du programme. À voir également si les Israéliens vont pas la jouer à la Nasrallah, s'ils vont passer l'expression, hein, quand Hassan Nasrallah a été éliminé à Beyrouth, ben, il y a eu 80 bombes JDAM qui sont tombées sur son PC enterré, en mode marteau-piqueur, si vous me passez l'expression, c'est-à-dire que vous allez creuser. Une première arme va être tirée, une deuxième arme va venir ensuite, et petit à petit, vous allez créer une zone de choc, et vous allez créer en fait suffisamment de tunnels, si vous voulez, que pour accéder aux zones à effectivement détruire. Donc, à voir un petit peu comment les Iraniens ont conçu leur système souterrain, etc. Est-ce que ça peut tolérer ce genre de frappe? À un moment donné, en fait, c'est plus tellement la question de l'arme en tant que telle qui va être utilisée, ça va surtout être la question de la tactique, en fait, et des modes d'action qui vont être, oui, c'est même pas de la tactique, c'est plutôt des modes d'action qui vont être retenus pour frapper. Vous Mais voulez déjà dire là, qu'il on faut peut aussi dire, prendre un peu de distance avec ce mythe de l'arme miracle américaine, donc cette GBU 57 oui, perforatrice dont on parle beaucoup depuis des années maintenant, avec l'idée que mhm, ce serait la clé, le sésame qui permettrait d'éliminer le programme nucléaire iranien. En gros, il y a d'autres moyens aussi potentiellement, même, et parce que ça met beaucoup de poids et beaucoup de pouvoir dans les mains de Donald Trump en l'occurrence, de savoir s'il la donne ou pas, quoi, ou s'il la met à disposition. voilà. Voilà, effectivement, il y a cet aspect-là, et puis c'est toujours la même chose, c'est que ça perfore toujours, même si la perforation est importante, ça perfore toujours jusqu'à un certain point. Et les Iraniens ne sont pas bêtes. Ils ont vu également le développement de la Moab, etc., etc. Donc Le Moab, c'est euh, donc la Mother of All Bombs, c'est voilà. le Euh, très grosse bombe et américaine. voilà. Et donc, in fine, il y a cet aspect-là. Et puis, bah, il y a un aspect qui est plus simple, entre guillemets, alors à la fois simple et cruel, mais c'est le fait que dans tout système enterré, à un moment donné, vous avez des sorties, des points d'entrée, des points de sortie. Et ce qui n'est pas plus intéressant, plutôt que de chercher à détruire à l'intérieur, finalement, de d'étouffer en éliminant, en tapant continuellement sur ces points d'entrée de sortie, de manière finalement à les verrouiller et à emmurer quelque part, à enterrer littéralement les installations et les personnels qui les servent. Donc à voir un petit peu ce que les Israéliens vont choisir. Mais en l'occurrence, effectivement, bah, il faut tout de même se rappeler que dès qu'un État semble dépasser un certain cap dans sa volonté de trouver du nucléaire, d'aller vers le nucléaire militaire, les Israéliens passent toujours à l'action. Ça a été le cas pour les Irakiens en 81, ça a été le cas pour les Syriens, donc dans la frappe de 2007, je pense, l'opération Orchard. 2007 ou 2008, faudrait que je vérifie. J'ai pas suffisamment dormi cette nuit-ci, manifestement. Et en l'occurrence, ici, les Israéliens ont quand même fait preuve de pas mal de pas mal de patience. Et en l'occurrence, à chaque fois qu'ils ont tapé, ils ont essayé de détruire un maximum. Alors que est-ce que c'est indicatif de ce qu'ils comptent faire au programme nucléaire iranien? C'est une bonne question. L'avenir le dira. La Moab, je veux dire, c'est la Massive Ordnance Air Blast Voilà. Bomb. Moab, Mother of All Bombs, c'est son surnom, mais c'est Oui, c'est la vrai que plus oui. grosse bombe conventionnelle qu'on connaisse, qui a été utilisée une seule fois en Afghanistan. La GBU 43 et la GBU 57, c'est donc la bombe qui pénètre, la pénétratrice, la Massive Ordnance Penetrator. Mais peut-être pour terminer, effectivement, ça pose une question de ce que ça fait, ces campagnes aériennes massives sur le régime iranien. Donc, il décapite, mais se pose au bout d'un moment une question de quelle est la finalité stratégique et politique de tout ça, parce que dans une certaine mesure, on a un peu l'impression de voir revenir, je sais pas, les guerres contre le terror. Enfin, je veux dire, c'est très bien de la puissance aérienne, mais quel est l'objectif final sur l'Iran ?
Ils se trouveront toujours des militaires pour remplacer les autres, ils retrouveront probablement des scientifiques. Alors, on a l'impression, si vous voulez, qu'on s'enferme dans un paradigme politique qui est celui qui a été le cas à Gaza, en Cisjordanie, de on tourne le gazon, on tape dès que ça commence à monter un peu trop, mais ça ne résout sans boots on the ground, on résout pas le problème, on peut pas changer de régime. Soit dit en passant, avec des boots on the ground, ça marche pas si bien aussi qu'on fait Irak et Afghanistan. Mais en tout cas, le propos étant que la puissance aérienne a des vertus évidentes, mais elle a aussi des limites très claires, notamment dans ses finalités stratégiques, quoi. Ah oui, tout à fait. Un mode d'action, aussi bien exécuté soit-il, ne remplace pas une bonne stratégie. Voilà, simplement parce qu'il y a des étagements qui sont là, et vous avez beau être le meilleur au monde dans l'exécution de quelque chose, si votre objectif est mal fagoté, s'il est inatteignable, votre mode d'action, aussi bon soit-il, ne permettra pas de l'atteindre, hein. Et a fortiori, si vous n'avez pas d'objectif, vous ne pourrez pas l'atteindre. Et si l'objectif est une espèce de vengeance, une espèce de démonstration de force quelque part un peu apolitique quelque part. Il s'agit juste de montrer les muscles. Effectivement, on quitte quelque part le ressort de la stratégie, ou alors c'est une stratégie qui est très borgne quelque part, et qui effectivement perd de vue le fait qu'elle doit avoir une finalité. Alors, quel est l'état final recherché suivant les Israéliens? C'est une bonne question. Alors certains disent, bah voilà, le nom même de l'opération Rising Lion, hein, fait référence au lion impérial qu'on trouvait sur le drapeau iranien d'avant la révolution islamique. Bon, oui, très bien, mais si les Israéliens ont cette vision-là, qui Donc peut un prendre le objectif relais? de changement de régime. Voilà, changer de régime, etc. Alors, dans l'absolu, pourquoi pas, hein, mais avec qui? Est-ce qu'il y a quelque part voilà, des gens qui sont effectivement prêts à prendre le relais? Avec quelle légitimité à l'égard des Iraniens? Est-ce que les Iraniens les soutiendront, etc., etc. Là, on n'a pas vraiment de questions. Effectivement, là, au pire, quelque part, les Israéliens s'engagent dans une opération. Finalement, ils ont éviscéré euh, les capacités d'action indirecte au fur et à mesure du temps de l'Iran. Maintenant, ils sont en train d'éviscérer les capacités d'action directe. Moi, je vais quand même surveiller pas mal les bases navales, notamment, pour voir. Alors, il y en a l'une ou l'autre, manifestement, qui a déjà été tapée, mais bon, l'interdiction du détroit d'Ormuz, ces questions-là. Effectivement, il y a la question de la finalité, de la finalité de l'opération. Au pire, les Israéliens ont retardé la capacité iranienne à se doter de l'armement nucléaire, voilà, pour un bon volume de temps. Alors, c'est vrai que ça revient à tondre le gazon quelque part, mais en même temps, ils ont affaibli considérablement un acteur qui est un acteur pour eux, un perturbateur quelque part, hein, un acteur perturbateur au Moyen-Orient, au proche Moyen-Orient. Voilà, donc au pire, ils atteignent ça. Au mieux, il y aura un changement de régime, mais un changement de régime vers quoi exactement? Avec qui? Quelle légitimité? Voilà, ça pose des questions qui sont assez graves. Ouais, puis je pense que enfin, ça pose des questions à plus moyen et long terme, mais de l'image que Israël donne d'elle-même dans une région. Enfin bon, je veux dire, je suis pas Mhm. certain que les Iraniens aient très envie de changer de régime pour faire plaisir aux Israéliens qui les bombardent et qui. Enfin bon, il y a toute une question des conséquences à long terme sur, disons, ce que les Israéliens vont pouvoir mettre en place comme relation avec les autres partenaires dans la région quand ils se mettent à bombarder unilatéralement, disons, les pays du Moyen-Orient. Ça pose des questions quand même sur l'affaiblissement aussi de leur posture et de leur légitimité d'une manière générale, y compris pour d'autres pays, enfin sur la chaîne globale, sur la scène globale, quoi. Voilà, tout à fait, y compris par rapport à des États avec qui ils ont signé des accords d'Abraham, etc., etc. Et on voit bien que même des gens qui étaient plutôt méfiants à l'égard des Iraniens, bah, comme les Saoudiens, comme les Émiriens, etc., ont quand même une posture un peu prudente. Mais in fine, effectivement, quand on parle de tactique, on parle d'abord de facteurs d'importance, de primauté finalement du facteur géographique, avec tout ce que ça comporte en topographie, en distance, etc. Mais quand on parle stratégie, le facteur
primordial quelque part. Il ne s'agit pas de nier la géographie, hein. On vit quand même dans un environnement qui est géographique. Mais quand on parle stratégie, on parle d'abord du facteur temps. Combien de temps ça va tenir? Combien de temps vont durer les effets? Combien de temps pour stabiliser? Combien de temps pour réparer les relations entre les États? Combien de temps pour durer dans des opérations militaires et ainsi de suite. Le facteur temps est vraiment quelque chose de structurant en stratégie. Sinon, on fait du one shot, on fait de la tonte de gazon, hein, comme vous disiez. Ce qui est en soi un choix stratégique aussi. Et ben voilà, finalement, on pourrait tout détruire, tout raser. Mais ça, d'une part, ça résout pas la question. Et on le voit bien ici dans le cas de Gaza. Voilà, vous avez des zones qui ont été surdétruites, où il y a des zones entières qui avaient déjà été pulvérisées, mais qui sont repulvérisées encore derrière. Ça ne règle toujours pas la question. Euh, mais par contre, effectivement, bah, on essaye de retenir la remontée en puissance de tel ou tel acteur pendant un certain temps. Mais de facto, à un moment donné, il faudra régler les questions, les questions autrement. Et c'est là où on voit que finalement, dans les logiques de stratégie, dans les logiques de stratégie intégrale, hein, donc tel que défini chez Poirier, mais stratégie générale telle que définie chez Castex ou chez Svechin, fondamentalement, diplomatie et action militaire ne sont pas antagonistes. C'est pas l'un ou l'autre, c'est souvent l'un et l'autre. Et donc voilà, ce sont les deux jambes finalement du corps de la puissance d'un État. Et ben logiquement, effectivement, on marche quand même mieux, on avance plus vite et plus loin avec deux jambes plutôt qu'avec une seule. Merci beaucoup, Joseph. Donc on peut vous retrouver dans les pages de DSI avec un hors-série spécial puissance aérienne, enfin technologie aérienne, autour du salon du Bourget. Et d'ailleurs, si certains des auditeurs passent au Bourget, comme c'est vraisemblablement le cas, vous y serez, je crois, en début de semaine prochaine. Jusque mercredi, parce qu'après jeudi et vendredi, c'est bouclage du DSI 178. Très bien, bah merci beaucoup, Joseph. Bonne journée, bon Merci à week-end. vous. À vous également.